Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Pod Conseil qui a été enregistré en live lors de la journée technique Progressol qui a eu lieu le 16 septembre à Chavannes-le-Veyron. Et dans cet épisode, il sera question du carbone dans les sols. On entend de plus en plus parler du stockage du carbone dans les sols. Les modèles de comptabilité carbone se multiplient avec pour démarche une potentielle compensation climatique. Et le stockage du carbone est vu actuellement comme un des principaux leviers pour ces compensations. Mais alors, peut-on le voir autrement? Peut-on le voir comme un levier agronomique? L'occasion de cet épisode de faire le tour du sujet, et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Claude-Alain Guébard, agriculteur et membre du projet Progressol. Bonjour. Et Pascal Boivin, chercheur à l'EPIA. Pascal, bonjour. Bonjour. Tu as fait du carbone une de tes spécialisations, en tout cas du carbone dans les sols agricoles. Pascal, pour commencer, le carbone dans les sols, comment ça marche? Alors, comment ça marche? On a quelque chose qu'on appelle vulgairement l'humus, qui est la matière organique du sol, qui contient pas mal de carbone, en fait, à peu près 60%. Et tout ça, ça vient de l'atmosphère. C'est le CO2 qui a été récupéré par les plantes. Ça s'appelle la photosynthèse. Et après, ça se décompose avec la complicité de pas mal de microflore du sol ou d'invertébrés, etc. C'est un processus qui va générer des formes de matière organique qui durent, qui peuvent être très anciennes, qui ont une grande stabilité chimique et surtout une grande stabilité quand elles se lient aux argiles du sol. Donc ça crée quelque chose en fait de nouveau à partir des argiles du sol et de la matière organique, et c'est les propriétés de cet ensemble-là qui sont les propriétés des couches superficielles de nos sols et qui ont une grande influence sur la qualité du sol. Là-dedans, il y a l'humus, et cet humus, c'est du carbone de l'atmosphère qui a été patiemment accumulé jusqu'à des âges de 3000 ans dans nos sols. Donc là, tu décris plusieurs formes de matière organique. Alors, forme de matière organique, après, c'est nous qui faisons les formes de matière organique, c'est-à-dire qu'on essaie d'y trouver des explications, des choses. En fait, une partie va effectivement être très récalcitrante, elle va résister, disons, aux appétits microbiens, etc. D'autres parties sont plus biodisponibles, notamment lorsqu'il est fraîchement apporté. Et puis là-dessus, il se passe tout un tas de choses. Donc le biodisponible est très intéressant pour la faune du sol et puis pour nos plantes, parce qu'il va, ce qu'on appelle, se minéraliser, produire des nutriments. Mais l'ancien aussi, plus lentement se minéralise, mais quand il y a un stock important, ça devient très intéressant. Donc l'ensemble participe à un turnover comme ça, où les plantes en récupèrent une partie, la vie du sol en récupère une partie, et puis c'est retransformé en même temps par ces partenaires-là. Par exemple, le microbien, on dit que les humus stables sont anciens, mais l'humus formé par les micro-organismes peut être très stable alors qu'il a quelques mois. Moi, je pense qu'il faut bien comprendre dans ces processus de stockage de carbone, c'est que c'est un processus dynamique. C'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas de changer de forme depuis la photosynthèse jusqu'à la minéralisation, la retransformation en biomasse. Donc c'est quelque chose de très dynamique, très vivant, et c'est assez complexe. Et on essaye de résumer un petit peu pour le comprendre. Oui, et puis c'est important de rester sur cette idée de dynamique, parce que quand on va commencer à parler de climat, on va parler de bilan de gaz à effet de serre. Et on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on a émis, Mais si vous faites du bilan à intervalles réguliers, ça inclut ce qui est rentré, ce qui a été émis, c'est le résultat. Voilà. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des émissions, il y a des incorporations, il y a un stock qui lui évolue. Et puis, c'est sur l'ensemble de ces paramètres qu'on va jouer, sans paniquer, parce que tout à coup, là, à un tel moment, il y a un peu plus d'azote ou un peu plus de ci ou ça. Il faut avoir une vision à travers le temps de ces dynamiques. Donc là, on vient de décrire un processus qui permet d'avoir du carbone dans le sol et de former un complexe avec cette argile. Et donc, du coup, j'en déduis bien là, que tous les sols ne sont pas égaux face au carbone dans les sols. Ah ben non. Il y a même des sols qui contiennent beaucoup trop de carbone. Ce sont par exemple des terres noires, de la tourbe, et qui vont émettre du CO2. Alors ça, c'est pas exactement ce qu'on veut. Mais disons, le travail de l'agriculteur, enfin moi je le prends comme ça, comme agriculteur, mon travail c'est d'optimiser ce flux de carbone dans mes sols afin de pouvoir nourrir le sol, les plantes, et d'en tirer de la nourriture de haute qualité pour nous-mêmes. Et voilà. Et alors après, à partir de là, ce que le sol est capable de protéger grâce à l'association avec les argiles dépend forcément de la proportion d'argile. Donc plus vous avez d'argile dans un sol, ça va changer pas mal de choses, par exemple d'un point de vue du travail mécanique ou autre, mais ça va donner un potentiel d'accumulation de carbone très élevé. Voilà, parce que ce que vous allez mettre dans le sol va vachement bien s'incorporer et se protéger. À l'inverse, si on va sur du sol sableux, il va falloir remettre sur l'ouvrage en permanence du carbone organique si on veut en avoir, parce qu'on n'a pas la protection par les argiles qui est le principal mécanisme qui permet de stocker à long terme du carbone. Donc on doit déjà
penser à une stratégie adaptée à son type de sol. Alors les maraîchers le connaissent bien, hein. Quand ils sont sur des sols sableux, ils savent bien qu'ils vont remettre du compost régulièrement. Déjà pour avoir des propriétés de sol intéressantes, parce que le sable en soi apporte pas beaucoup, et puis en plus parce que ça va effectivement se minéraliser, se dégrader rapidement, alors que si on va par exemple sur le Jura avec des sols à 60% d'argile, on va relativement à la teneur en argile, on va dire qu'on manque de carbone. Mais dans l'absolu, il y a beaucoup de carbone. Donc 2% de matière organique dans un sol sableux, c'est énorme. 6% dans un sol argileux, c'est très peu. Ouais, moi je voulais aussi préciser que le travail du sol a une grande influence sur le carbone. Donc ça, c'est aussi le travail de l'agriculteur, c'est de modérer ou de faire en sorte que le travail du sol puisse permettre de minéraliser ce carbone, mais à une vitesse convenable. Plus on travaille le sol, plus la minéralisation sera rapide. Et donc ça, c'est aussi un des outils, un des leviers qu'on a comme agriculteur, c'est de doser correctement le travail du sol de façon à optimiser ce flux de carbone. Donc là, on entre gentiment dans la pratique agricole vis-à-vis de ce carbone dans les sols. Mais juste avant de rentrer en détail dans cette partie-là, j'aimerais juste faire que l'un de vous deux me fasse un rappel sur la différence qu'on peut entendre entre stockage du carbone et séquestration, parce que c'est des notions qu'on va beaucoup réutiliser dans la suite de cet épisode. Donc autant les mettre au clair maintenant. Oui, alors Claude Alain m'avait dit vas-y, parce qu'effectivement il y a des notions un petit peu académiques là derrière. Effectivement, le stockage, c'est accumulé quelque part, hein. Aller chercher le fumier des 10 fermes autour, mettez tout sur une même parcelle, vous avez stocké. Mais en bilan net, vous avez découvert Pierre pour couvrir Paul. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément augmenté finalement la quantité de carbone dans le système. La séquestration, par définition, c'est localement, à partir de la photosynthèse et du CO2 de l'atmosphère, avoir accumulé du carbone, première condition, localement. Et deuxième condition, de façon durable, par convention, on vise une 20aine d'années. Voilà. Et si on commence à déplacer du carbone de la biomasse d'un endroit à un autre, c'est clair qu'au lieu d'arriver de la biomasse, il y a eu stockage, mais il n'y a pas séquestration, parce que globalement, le bilan, lui, n'est pas gagnant. Oui, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est si je prends des feuilles mortes d'une forêt voisine pour la remettre sur mon champ... Je n'ai pas séquestré. Donc, alors, corollaire, on va faire très attention à tout ce qui n'est pas local, c'est-à-dire à partir de la photosynthèse locale, hein, à partir de vos engrais verts, à partir d'un BRF, etc. Et corollaire aussi, quand on fait un bilan de carbone sous l'angle carbone, sous l'angle climat, on va forcément le faire à l'exploitation, parce que sinon, moi, je mets tout sur une parcelle, et puis c'est celle-là qui me sert à montrer que j'ai séquestré. Donc, Pascal, si j'ai bien compris, quand je vais chercher une remorque de compost à la déchetterie communale pour le mettre sur mon champ, je n'ai rien séquestré, je n'ai fait que stocker. Par contre, si je fais de la biomasse sur mon champ avec un engrais vert et que je l'incorpore, alors là, j'ai séquestré. Là, on est à coup sûr dans la définition. Voilà. Toute autre démarche est suspecte et demande à être vérifiée. Hein, quand on va commencer à faire, je sais pas, par exemple des biochars, hein, c'est assez à la mode, produire des biochars, les apporter sur une parcelle. C'est clair qu'avant l'arrivée et après le départ de la remorque, il y a plus de carbone sur cette parcelle. Mais que serait devenue la biomasse? De quelle biomasse proviennent ces biochars? Que serait devenue cette biomasse dans un autre usage, etc. Si on c'est là que ça va faire le bilan réel. Et ce bilan réel, il ne se dessine pas à la parcelle, là je vais apporter mes biochars, il va se déterminer sur l'ensemble d'un cycle. Et il y a un autre paramètre que j'ai envie d'évoquer également, parce que tu l'as bien dit en introduction, le phénomène de stockage de carbone, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui est dynamique. Qu'est-ce qui garantit que le carbone que je vais mettre dans mon sol ne sera pas déstocké? Est-ce que c'est des phénomènes réversibles ou pas? Alors moi je veux bien réagir là-dessus, oui. Oui, c'est hautement réversible. Mais quand on parle de climat et qu'on dit c'est réversible, évidemment ça donne tout de suite, c'est comme si c'était un défaut. Pour moi c'est une qualité. Fermer une mine de charbon c'est aussi réversible, hein. On peut aussi la rouvrir. Donc il faut poser les questions dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'agriculture, ce qui est très intéressant, c'est que ça dépend de la politique agricole. Si on soutient une politique de séquestration du carbone, et que l'on le fait parce que ça permet d'avoir des sols en bonne santé, que ça offre de nombreux avantages, eh ben, peut-être qu'il n'y a aucune raison qu'on l'arrête. En tout cas, c'est en notre main, c'est gérable. Donc, c'est clairement physiquement réversible et clairement gérable. Si on veut que ça ne le soit pas, on peut faire en sorte que ça ne le soit pas. Et donc, comment on garantit ce stockage à long terme ? Par des bonnes pratiques agricoles, des bonnes pratiques agronomiques. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors effectivement, il y a tout le volet politique, incitatif, mais les agriculteurs doivent aussi être formés ou suivre la formation continue pour bien comprendre ces phénomènes et bien appliquer des bonnes mesures agronomiques de façon à optimiser ces flux de carbone et garantir la fertilité de leur sol. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Voilà, puis si à partir de là, nos systèmes managériaux en général, qu'ils soient publics
public ou privé, décide en fait de pousser les agriculteurs à avoir des, comme on l'a fait, hein, puisque on a perdu beaucoup de carbone depuis le milieu du XXe siècle. Oui. Si on veut revenir à des systèmes comme ça, c'est en toute conscience. Je vois pas pourquoi on le ferait, mais évidemment on peut décider de ne pas le faire. Et ça, on a allumé les phares, on voit clair devant et on peut décider qu'on ne le fera pas. Donc pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, ça veut dire que si on veut du carbone dans les sols, c'est qu'on veut des propriétés de sols qui sont favorables à tout le monde, hein, avec tous les services écosystémiques, et qu'on prend l'engagement qu'on va le faire dans la durée. Ça m'intéresse. Oui. Et d'ailleurs, on voit bien au cours de cette journée, par exemple, on a vu tout un ensemble de pratiques que le projet Progressol a mis en valeur, que ce soit la gestion des couverts, la valorisation de la biomasse, limiter le travail du sol, des outils moins perturbateurs, qu'on a tout un ensemble de pratiques qu'on pourrait du coup mettre en valeur pour augmenter ce stockage et le garantir à long terme. Exactement. Et donc ça, c'est un pilier important parce que, comme j'ai dit en introduction, on voit les modèles de comptabilité carbone se multiplier. Et là, on va peut-être rentrer dans cette partie-là un peu plus sensible. Aujourd'hui, quel est le point de vue du chercheur, en tout cas, de ces modèles de comptabilité carbone? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être un outil agronomique? Est-ce que ça va être un outil politique ou un outil environnemental lié à la compensation? Alors il y a un premier aiguillage important, c'est que si on vise le carbone, j'ai l'habitude de dire enterrez vos vieux pneus de voiture, ça fait du carbone. Ouais. Donc attention, si on vise le carbone seul, on peut ouvrir la porte à n'importe quelle solution farfelue ou même contre-productive, simplement sous prétexte d'avoir mis du carbone. Et je plaisante avec les pneus de voiture, mais parfois on n'en est pas très loin. Si on vise la qualité des sols, alors là on va viser un ensemble de services qui sont dépendants de la teneur en matière organique du sol. Ça va être en faveur de l'agriculture et de l'agriculteur, ça va être en faveur des services que rend le sol sur la régulation des crues, etc. J'en passe. Et un bénéfice collatéral, c'est de mettre du carbone et d'en mettre beaucoup. C'est ce qu'on a pu montrer, notamment sur Vaud et sur Genève, c'est que les agriculteurs qui vont dans cette direction, finalement, mettent énormément de carbone. Probablement beaucoup plus que si on avait des programmes très ambitieux d'apport de biochar ou que sais-je. Voilà. Donc ça passe déjà par ce premier aiguillage-là, c'est qu'on va jouer sur la qualité. Oui, donc si j'entends bien, si de tels outils existent, l'intérêt est que la filière, ou en tout cas le monde agricole, s'en empare. Voilà, alors à partir de là, dès lors que la profession agricole va rendre ce service à la société, de mettre du carbone dans les sols, il n'y a pas de raison que ce service ne soit pas identifié, compté, valorisé. Mais la bonne porte d'entrée, c'est d'aller sur de la qualité du sol. Et ça passe par mettre du carbone. Les techniques veulent ça. Voilà, et c'est vraiment lié, complètement consubstantiel. Maintenant, à partir de là, on peut effectivement faire cette comptabilité. Je dirais que c'est plus une affaire agricole au sens managérial, c'est un bénéfice collatéral qui est un droit pour les agriculteurs à valoriser, à le faire correctement. Et là, ça passe par toute une procédure de mise en place, d'évaluation, de gestion, qui est fort complexe et qui aujourd'hui n'est pas mature en général dans nos sociétés. Oui, alors mettre du carbone dans les sols, c'est utile à bien des niveaux. Alors, c'est utile tout d'abord pour le sol lui-même et sa pédoflore et sa pédofaune. C'est un garant de fertilité du sol, mais ça protégera également le sol contre l'érosion, ça protégera également le sol contre l'aridité, donc ça permet une certaine résilience des sols à l'aridité. Et cet été, on a pu en avoir un avant-goût, mais également, ça concerne toute la société, indépendamment du fait que ces sols vont produire la nourriture, parce que ça va lier du CO2 atmosphérique dans la biomasse. Et donc ça, c'est un service écosystémique très très important que l'agriculture peut rendre à la société, d'où peut-être la nécessité justement d'une comptabilité et d'un retour sur investissement. Si je résume, c'est que les fonctions écosystémiques du sol, elles sont nombreuses. Il n'y a pas juste la capacité à produire de la nourriture, on en l'avait évoqué dans un épisode précédent, il y a également l'infiltration d'eau pour limiter l'érosion, il y a la biodiversité, il y a beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui, le meilleur indicateur qu'on ait, c'est le sol, donc autant le maximiser. Alors c'est un des leviers, en tout cas, par exemple sur l'aspect climatique, ça a été évalué par les assemblées scientifiques européennes, les académies des sciences, qui se sont rendus compte qu'en technologie de séquestration, c'est la seule qui était déployable sans effet collatéral négatif, au contraire, et avec probablement un impact significatif. Voilà, donc aucune raison de ne pas y aller. De là à dire que c'est gagné à l'échelle de la planète, c'est un autre problème. Oui. Mais dans nos régions,
Ça fonctionne, on le sait, c'est quantifié, on a différentes raisons pour lesquelles ça peut fonctionner, ça fonctionne, ne nous en privons pas. Voilà. Mais n'oublions pas, ne perdons pas le fil, c'est d'abord une question de qualité de vie pour l'agriculteur, de qualité des services écosystémiques des sols, de qualité des productions, et derrière, on a un bénéfice collatéral qui est effectivement du carbone, parce qu'ils sont liés. Mais si on met le carbone d'abord, on pourrait faire de grosses bêtises. En fait, tu faisais référence à l'initiative 4 pour 1000. Alors le 4 pour 1000, ça c'est le climat, oui. C'est-à-dire qu'on a un équilibre global entre les émissions de carbone de sources fossiles et puis le rapport entre les émissions annuelles et la teneur en carbone organique des sols, en humus des sols sur la planète. C'est en augmentant de 1/4 millième chaque année, on arrive à... enfin pas d'un 4 millième, de 1,004. On arrive à compenser, on arriverait en théorie à compenser les émissions fossiles. Est-ce qu'on peut faire 1,004 chaque année dans certaines régions du globe? Certainement pas. Aujourd'hui, en moyenne, sur Vaud et Genève, on est plus vite que ça déjà. Parce que tous les sols ne sont pas égaux, il y en a même qui sont plutôt... Et puis les climats, par exemple, un facteur très important, c'est l'engrais vert. Ici, l'engrais vert, on peut passer les fortes biomasses. Rien que dans la Drôme, pas très loin d'ici, dans la vallée du Rhône, avec les chaleurs estivales et le manque d'eau, c'est pas possible de dépasser 5 tonnes, alors qu'à Genève, on peut arriver à 12. Oui, exactement. Ça dépendra aussi des années chez nous, hein, parce que cet été, c'est qu'on se met des engrais verts juste après moisson, au mois de juillet, au début d'août. Ça n'a pas donné grand-chose. C'est maintenant seulement que ça pousse parce que l'eau est venue. Donc là, il faut être aussi extrêmement prudent et je crois réaliste. Hein. Ces leviers sont là, mais tout ne fonctionne pas toujours et il faut utiliser tous les leviers. Et moi, personnellement, comme agriculteur, je suis très attaché à la polyculture élevage. La polyculture élevage, ça consiste en ayant en même temps sur la ferme des cultures, des grandes cultures ou des cultures spéciales et des animaux. Et donc, ce système-là, dans notre pédoclimat au 46-47e parallèle nord, c'est à mon avis le meilleur modèle pour garantir ce flux de carbone régulier et le maintien d'un bon taux de matière organique dans les sols. Mais voilà, tous les agriculteurs n'ont pas ou ne peuvent pas avoir des animaux, donc là il faut adapter aussi les modèles. Et puis on peut bien l'entendre à travers ce que tu dis, l'agriculteur il gère un système qui est différent d'une ferme à l'autre. Hein. Et l'accumulation de matière organique dans le sol, c'est un objectif à moyen long terme pour la qualité. Il a des objectifs court terme, qui peuvent être d'ailleurs de minéraliser la matière organique pour fertiliser sa culture, qui peuvent être aussi de gérer un ensemble de systèmes, donc de transférer des matières organiques d'un compartiment à l'autre, hein, entre le végétal et l'animal, etc. Et c'est lui qui va trouver cet équilibre. Donc c'est à nous, après, quand je dis nous... l'évaluation du carbone. Alors l'évaluation en termes de stock, celle-ci elle doit être objective, mais la gestion du carbone, elle doit respecter des objectifs économiques et techniques pour l'agriculteur et pour la filière agricole. Et absolument. Derrière ça, en étant cohérent, on arrive à gagner beaucoup de carbone. La preuve est faite, mais ça est adapté en fonction de chaque écosystème et de chaque agrosystème. C'est pas quelque chose qu'on va coller partout. Et ça n'est pas une décision purement carbone, c'est une décision du système, de l'exploitation agricole et du système agricole. On peut même imaginer que, disons, à l'échelle de la région, on puisse gérer ces questions de flux de carbone entre plusieurs entreprises agricoles. Certaines ont du bétail, d'autres n'en ont pas. Et là, on peut imaginer des flux entre ces exploitations agricoles de manière à ce que le carbone soit réparti correctement sur l'ensemble du territoire. Et du coup, j'ai envie de poursuivre un peu la réflexion. Demain, je mets en place sur mon exploitation des pratiques pour améliorer le stock du carbone et la séquestration et avoir un système qui est en train de stocker. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai évalué mon carbone dans mon exploitation? Imaginons j'ai augmenté mon bilan et que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Il a la destination de quoi, ce carbone? Est-ce que c'est quelque chose qui va être revendu sur un marché pour faire de la compensation climatique? C'est un peu la question. Le premier bénéfice, il est pour l'agriculteur. Alors, moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai augmenté significativement mes taux de matière organique ces 15 à 20 dernières années sur mes terres agricoles avec de la polyculture élevage, hein, pas de mystère. Eh bien, je dois dire que je suis le premier bénéficiaire parce que j'ai gagné en fertilité, j'ai gagné en résilience du système de production, soit à l'aridité comme cette année, soit à l'excès d'eau comme l'année passée où les sols sont beaucoup plus drainants. L'année passée, vous savez, il a beaucoup plu ici en Suisse. J'ai eu aucune culture qui s'est noyée. J'ai eu aucune machine qui s'est embourbée à la récolte. Donc ça, c'est des bénéfices directs. Donc le système devient plus résilient.
Mais il y avait quand même la question de savoir si est-ce que c'était un service qui devait être rémunéré. Oui, alors à partir de là, mais je répondrai comme Claude Alain, c'est le préalable, c'est ça, c'est d'abord une question pour l'agriculture. Cela dit, il y a ce service derrière. Il y a des parcelles dans cette région qui sont à 3 tonnes de CO2 hectare an séquestrées. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on veut identifier ce service et le rémunérer, et encore une fois, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il faut avoir un protocole d'échantillonnage adapté pour que les stocks à un temps T et un temps T plus 5 ans ou 10 ans, la différence entre les deux soit parfaitement bien évaluée. Donc une garantie méthodologique. Alors une garantie méthodologique, ce qui, entre parenthèses, n'existe pas aujourd'hui dans les pratiques qui sont faites dans des systèmes. Le marché carbone aujourd'hui, pour l'instant, il est privé et il n'est pas régulé. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre au point grâce à une collaboration avec Prometer. Et ça, c'est excessivement important. De réguler le marché. Non, on va réguler le marché, ça on le fera pas. Alors... J'ai appelé Bill Gates, il n'a pas répondu. Mais non, c'est d'avoir des protocoles d'évaluation carbone qui soient tout à fait certifiés en qualité et par des démarches scientifiques. Et les conditions scientifiques sont définies, mais elles ne sont pas appliquées actuellement. Voilà. Donc ça, voilà. Mais en même temps, il faut qu'elles soient appliquées, mais qu'on ne fasse pas une usine à gaz et un truc trop cher, etc. C'est tout le défi qu'on s'est lancé avec Prometer et on est en train d'avancer. Ça, c'est super. Derrière, il faut pouvoir négocier ce carbone. Et là encore, c'est important que la profession agricole puisse être le bénéficiaire et qu'elle ait un regard là-dessus. Donc là, c'est encore assez important. Si vous regardez le marché carbone aujourd'hui, comme il n'est pas régulé au niveau international, c'est des sous-marchés où vous pouvez pas aller de 3 à 60 euros la tonne. On est plus souvent à 3. Mais les estimations par les économistes, c'est 150 à 200. Alors je reviens en arrière. Il y a des parcelles qui sont à 3 tonnes hectare an. Mettez-le à 200. Ça fait des sous. Ça commence à faire des sous. Voilà. Eh bien, il faut aussi regarder ça et le faire valoir, mais sans confondre la lune et le doigt qui montre la lune. Nous, ce qu'on veut, c'est la qualité du sol. Et effectivement, le chemin pour y arriver, c'est du carbone. Et il y a un bénéfice collatéral qui n'est pas une production agricole, qui est un service écosystémique. Et une gestion des biens communs. Voilà. C'est ça. C'est ça, d'où la question de savoir au fond combien coûte cette tonne de carbone, c'est clair, mais qui va payer pour ce carbone? Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont tout à fait prêtes à payer pour justifier peut-être leur impact, mais on peut aussi imaginer que ce soit toute la société qui participe, parce que finalement, tout le monde est bénéficiaire. Et se pose vraiment la question de savoir comment utiliser cette nouvelle valeur que sera la tonne de carbone, comment la négocier et qui va en bénéficier et qui va payer. Alors, si on revient à ce fil rouge, là, le carbone, c'est un produit d'appel actuellement, hein, c'est une tête de gondole, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la qualité des sols. Et là, on s'aperçoit que les pratiques agricoles, les agriculteurs ont un certain degré de liberté, sinon ils n'auraient pas inventé l'agriculture de conservation, c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Mais quand même, on est dans un bain technico-économique et qui est extrêmement déterminé par la chaîne de valeur, par les commandes, par les achats que nous on fait tout un chacun en supermarché, etc. Donc là, c'est toute la chaîne de valeur qui doit collaborer à cette gestion durable et bénéfique à tout le monde des sols. Les agriculteurs vont pas le faire tout seuls. Quand il y a une législation sur l'érosion, on va voir l'agriculteur, on dit c'est pas bien. Mais enfin, s'il a dû faire une pomme de terre sur terre tamisée, le pauvre, de toute façon, s'il y a une grosse pluie et de la pente, il a arrodé. Et puis c'est sa cache-croppe. Je prends un exemple tout simple. Donc à partir de là, il faut prendre acte du fait que ce qui va déterminer la pratique, c'est l'ensemble de la cohérence de la chaîne de valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les industriels de l'agroalimentaire le comprennent et veulent aller dans cette direction. Il faut que ça aille jusqu'au consommateur. Il y a aussi des initiatives en Europe là-dessus. C'est intéressant. Mais on ne pourra pas obtenir ce résultat de l'ensemble de l'agriculture, de certains agriculteurs pionniers, et ils sont quand même assez nombreux. Oui, on l'a. Si on veut que ça se généralise vite, c'est ça qu'on veut. Alors là, il faut que toute la société soit solidaire. Exactement. Moi, je crois qu'ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de ces agriculteurs pionniers du groupe Progressol qui peuvent vous démontrer, au fond, tous les outils qu'ils ont développés pour aller dans ce sens vertueux de stocker plus de carbone. Mais il va falloir généraliser ces pratiques, les faire adopter par l'ensemble ou une grande majorité d'agriculteurs, et ça ne va pas se faire tout seul, exactement. Il va falloir des incitations. Et de la formation, pardon. Donc si je résume, le carbone c'est avant tout un levier agronomique parce que ça nous permet aussi d'améliorer la qualité des sols, les services rendus, l'infiltration, tout ça, enfin tout ce dont on a parlé. Que c'est aussi un levier environnemental parce qu'on peut venir faire de la compensation et il ne faut pas avoir peur aussi de ce mot-là, mais que sur ce point de vue-là, il faut être très vigilant sur ce qui va en devenir et comment on se réapproprie ça dans toute la chaîne de valeur.
Oui, et c'est indispensable. C'est la chaîne de valeur qui doit aider à mettre ça en place. Sinon, on comptera toujours sur les agriculteurs pionniers. Il y en a beaucoup. Ils vont continuer à le faire. Petit à petit, il y a une évolution des techniques. Mais ça ne correspond pas aux vitesses dont la société a besoin. Oui. L'agriculteur choisit sa propre vitesse, mais la société, elle a besoin qu'on aille vite. Oui. Donc, toi, tu vois ça comme un levier de développement de toutes ces pratiques d'agriculture de conservation et qui vont vite se répandre. Oui, et puis ça va loin, ça va jusqu'au comportement du consommateur, jusqu'à la relation qu'on a avec l'environnement. Voilà, Donc, exactement. Alors, ça, c'est un point que j'aimerais bien aussi soulever, c'est que nous, les agriculteurs, on est en mesure de faire, au fond, des opérations vertueuses pour stocker du carbone, parce que c'est nous qui cultivons les sols. Donc là, il y a un potentiel de séquestration énorme dans nos sols agricoles. Très bien. Mais il ne faudrait pas tomber dans le biais que ce soit les agriculteurs eux seuls qui doivent résoudre les problèmes de la société. Je veux dire, on est tous co-responsables. Donc, le comportement des consommateurs, les habitudes d'achat, le gaspillage alimentaire, tout ça devrait au fond aussi être actionné de façon à être cohérent et de travailler de manière solidaire dans la même direction, parce que il n'est pas raisonnable que ce soit que les agriculteurs qui résolvent l'ensemble des maux de la planète. Je pense que la biodiversité, c'est pareil. On attend des agriculteurs qu'ils prennent des mesures pour soutenir la biodiversité, qui malheureusement s'effondre. C'est pas la faute des agriculteurs, c'est l'impact de la société. Donc nous autres, on peut pas comme agriculteurs résoudre tous les problèmes. Il faut être réaliste. On peut aller un bout, mais toute la société doit également accompagner ce travail. Oui, parce que tu voulais... Il y a des questions souvent posées derrière, et puis qui sont des questions importantes aussi. On va souvent nous demander, oui, mais alors les rendements, est-ce qu'ils sont maintenus sous ces pratiques, par exemple ? C'est toujours la question, c'est jamais le revenu de l'agriculteur qu'on demande, c'est déjà une première erreur. Mais même les rendements, on arrive très bien à les maintenir. Derrière, il y a une autre question qui est, ah oui, mais alors les pesticides, on fait pas du bio, alors c'est vilain. Alors il y a toute une discussion là-dessus, mais il y a une énorme progression qui se fait vers l'agriculture biologique de conservation. Donc en agriculture de conservation, il n'y a pas de prescription sur les pesticides, mais si vous allez chez les pionniers, ils sont en tout cas en extenso, ils ont arrêté les fongicides, les insecticides. En bio, évidemment, on n'a pas droit à l'herbicide, donc ça va être plus difficile de limiter le travail du sol, mais tout ça est en train de converger. Donc si on oppose les modèles en disant ah oui mais ça c'est vilain, ça c'est bien, on est juste en train de figer des choses qui sont en pleine dynamique permanente et qui sont en train de progresser. Et tout le monde aide tout le monde. Quand on développe une technique avec la sécurité d'un herbicide, on ose un peu plus et puis demain c'est transférable. Oui, puis dans tous les cas on peut même aller plus loin dans la réflexion du bilan carbone global, parce que faut pas oublier la fameuse loi éviter, réduire, compenser, et qu'aujourd'hui on peut aussi éviter quelque chose. Et c'est vrai que typiquement la question de l'azote minéral en agriculture de conservation va se poser bientôt, parce que c'est quand même quelque chose qui émet énormément de CO2. Enfin, équivalent CO2. Ça c'est le prochain sujet, on va pas rentrer là sinon on fait un deuxième podcast, mais on pourrait. Un podcast sur l'azote. Oui. Non, en plus de ça, t'as un train à prendre. Et on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Donc je vais vous remercier vous deux pour cette discussion très intéressante qu'on aura envie de poursuivre encore pendant des heures. Je sais pas si vous avez un dernier petit mot de la fin avant de conclure, mais je vous laisse volontiers le micro. Alors écoutez, moi si j'ai un seul message à adresser, c'est vraiment de encourager tous mes collègues agriculteurs à s'imprégner de ce qu'ils peuvent voir ici et de continuer à être curieux et dynamique et de soutenir cette magnifique tâche qui nous est dévolue de séquestrer du CO2 dans nos sols agricoles et par là même de gagner encore en fertilité et en résilience du système de production. Oui, et puis alors justement, si on veut aussi que ces gens-là permettent de faire tache d'huile et qu'on ait une transformation agroécologique, n'ayons pas peur des mots, c'est ça, rapidement. Il faut surtout pas couper le système en morceaux. On est dans du système, donc on va pas traiter le carbone une fois, l'azote une fois, les pesticides une fois, les émissions de gaz à effet de serre. Il faut regrouper ces questions. Une approche systémique. Et il faut rester systémique. Et ça, c'est une exigence avec laquelle l'agriculteur vit tout le temps. Mais le reste de la chaîne de valeur a un petit peu de mal parfois à ne pas réfléchir façon machine à piston. La vapeur entre là et le piston se déplace là-bas, monofactoriel. On doit être systémique. Et là, il y a un gros problème à résoudre. Eh ben, c'est sur ces deux conseils, observez votre sol et réfléchissez à l'échelle du système, qu'on va vous laisser. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Et merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion. Avec plaisir, merci. Edouard.